Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Car L'actu numéro 48, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec le planning de fauchage sur le territoire communal. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Arawak avec Didier Détouche, maître de conférence à l'Université des Antilles et également artiste. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que nous le recevons aujourd'hui pour en savoir davantage sur lui et sur son actualité artistique, notamment l'exposition qu'on voit qui démarre ce jeudi à l'Arawak. Nous allons tout de suite recevoir Didier Détouche. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Détouche. Bonjour. Alors, Monsieur Détouche, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, de vous recevoir en tant qu'invité dans le Car L'actu. Alors, ce jeudi 12 janvier démarre le vernissage collectif qu'on voit à l'Arawak, où nous sommes aujourd'hui avec deux autres artistes qui sont Laurence Brudet et Meryl Cusset. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors cette exposition, c'est un projet qui me tient à cœur, d'abord parce que c'est ma première exposition publique, et puis surtout parce qu'elle est portée par un projet qui est incarné dans le titre même de l'exposition. Donc le titre, c'est Convoi. Et pourquoi Convoi? Parce que en cette période de carnaval, on voit qu'il y a énormément de regroupements dans les mouvements culturels, mais également des groupes de carnaval. Et tout ça forme ce qu'on appelle traditionnellement un convoi. Mais il faut savoir que le terme convoi, chez nous, a une signification particulière. C'est un terme qui fait appel à un élan de solidarité pour un coup de main ou alors pour une opération collective ou une opération militante. Et donc, il s'agit toujours de s'unir pour faire front ou faire face. Et cette idée de convoi, en fait, elle vient du fait que nous sommes trois artistes qui nous sommes connus de façon, je dirais, très aléatoire, si on veut, un peu sous les réseaux sociaux, mais aussi en échangeant sur l'art. Et ça a donné lieu, avec d'autres artistes, des poètes, des romanciers notamment, eh bien, ça a donné lieu à un regroupement progressif d'énergie, de pensée, de conviction que nous avons appris à partager. Et puis, ça a donné lieu aussi à un premier événement qui nous a rassemblés lors des 40 ans de l'Université des Antilles. Nous avons, à la Faculté des sciences juridiques et économiques, eh bien, souhaité commémorer l'événement, le célébrer, en faisant place aux artistes. Et donc, on a eu un premier rendez-vous et une première exposition à destination des étudiants et de la communauté universitaire qui s'appelait Art et Fac. Puis, on a décidé de continuer le convoi et de pouvoir donc grâce à l'initiative de Madame Elisabeth Gustave et des dirigeants de l'hôtel Arawak, qui font effectivement un travail vraiment extraordinaire pour la culture en Guadeloupe, eh bien, nous avons décidé de répondre à cette invitation au mois de janvier, dans cette période carnavalique, de présenter ce concept comme un concept art, c'est-à-dire un concept qui est amené à irriguer et à inspirer d'autres productions, d'autres expositions et d'autres mouvements. Et donc, l'idée, c'est à la fois de se regrouper pour présenter nos œuvres, mais en plus de lier nos visions artistiques et donc de montrer à quel point chacun de nous, nous pouvons être inspirés par le travail et par l'œuvre de l'autre. Et donc, ça donne un mouvement vers l'unité, une unité que nous appelons de nos voeux, une unité de façon générale et dans tous les domaines, ce qui ne veut pas dire qu'on nie la diversité, notamment en Guadeloupe, qui est très forte. Mais en fait, nous voulons que cette exposition soit un symbole d'émulation pour que les Guadeloupéens, eh bien, aient encore plus envie de travailler ensemble, de partager leurs divergences, leurs convergences et de produire quelque chose qui, ma foi, on l'espère en tout cas, sera flamboyant. Justement, alors vous nous l'avez bien expliqué, cette notion de convoi, mais est-ce que cette exposition porte sur un thème où chacun de vous trois développez, ou est-ce que c'est un thème particulier? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est les deux justement. C'est-à-dire que le thème, c'est convoi, le convoi. Et l'idée, c'est que le convoi, c'est la vie. La vie, c'est un convoi. Le convoi, c'est le pays. Le pays est un convoi. Et l'art aussi est un convoi. C'est-à-dire un rassemblement d'énergie créatrice, de volonté inspirée, et aussi, ma foi, d'idées, de valeurs et de convictions. Nous, nos valeurs sont énormément centrées autour de l'émulation
et moi en particulier, puisque je suis enseignant, et l'idée c'est de donner justement envie à d'autres, puisque je ne suis pas un artiste professionnel, je peins à titre de loisir, je compose des poèmes également à titre de loisir, mais il y a une idée de transmission, de donner envie aussi aux autres et de lire et de regarder, mais de faire eux-mêmes. Donc dans le convoi, il y a toute cette idée au niveau du thème, au niveau du titre, mais nous donnons aussi, si nous pouvons, l'exemple, c'est-à-dire que nous sommes rassemblés tous les trois avec une jeune qui est Meryl Cusset, donc qui est d'une génération, Laurence qui est d'une autre génération, et moi-même, et donc un homme, deux femmes, et donc nous sommes là dans une diversité qui nous rassemble par notre volonté de proposer une nouvelle conception visuelle de ce qu'est le pays pour nous, de ce qu'est l'ancrage au pays également. Et donc, Laurence propose notamment un travail très intéressant autour du totem, de la récupération d'objets, de matières végétales ou minérales qu'elle transforme avec ses mains de plasticienne. Meryl fait un travail très intéressant sur les énergies au sein du carnaval et du masque surtout. Du masque, elle aimerait pas que je parle de carnaval, mais du masque, où elle va nous présenter quelque chose de vraiment formidable en tant que proposition artistique. Et puis moi, je travaille dans la projection colorée que me procurent des parties du territoire, que ce soit des sites naturels, que ce soit des communes, que ce soit également des environnements ou des situations. Donc j'ai des tableaux qui s'intitulent soit Sainte-Anne, soit le Gosier. Donc j'invite la population de la Cale bien sûr à venir voir. Il y a un tableau qui s'intitule Pointe des Châteaux. J'ai aussi des poèmes qui vont accompagner certains tableaux et qui portent sur des communes. Donc le tout est de trouver des identifiants artistiques et surtout picturaux me concernant, permettant à la population de se retrouver dans ce convoi vers l'unité qui peut être spirituelle, qui peut être politique, qui peut être aussi tout simplement sociologique. C'est très intéressant puisqu'on remarque que vous avez tous les trois des techniques différentes et ce qui fait cette richesse de cette exposition. Alors vous nous l'avez évoqué, Monsieur Détouche, donc de votre métier. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre métier et d'où vous vient cette fibre artistique, car on sait bien, on l'a entendu que ce n'est pas votre métier premier. Vous n'êtes pas d'abord connu comme étant artiste, donc parlez-nous un petit peu de cette corrélation entre votre métier premier et votre passion, si je puis dire, qui est l'art. Oui. Alors mon métier qui est un élément de définition d'une personnalité, mais mon métier c'est d'être enseignant-chercheur universitaire donc. Et je suis maître de conférences en histoire du droit à l'Université des Antilles depuis 2005. Avant, j'étais enseignant-chercheur, mais à titre contractuel à l'Université de Bourgogne à Dijon. Et j'ai aussi eu différentes activités professionnelles dans tous les niveaux de l'éducation nationale. Donc, à l'école, j'ai été assistant d'éducation, j'ai été surveillant, etc. Bon. Donc j'ai un amour vraiment de l'enseignement, de l'éducation depuis des années, depuis l'âge de 20 ans à peu près, mais aussi un amour de la recherche, parce qu'être enseignant-chercheur, c'est enseigner, c'est fournir des compétences également, mais surtout des connaissances, mais c'est également enrichir le niveau de connaissance globale, qu'il soit local ou qu'il soit national, voire même souvent international pour ce qui concerne les sciences exactes, mais aussi le droit. Donc c'est un métier qui me passionne parce qu'il me permet d'assouvir ma curiosité naturelle et puis surtout j'aime beaucoup être en contact avec la jeunesse et travailler avec la jeunesse. Donc au-delà même du métier d'enseignant-chercheur, j'ai participé à des activités permettant de valoriser la jeunesse comme le concours de plaidoirie, le concours d'éloquence. Là on est en train d'essayer de mettre en place et à la fois un concours d'éloquence et un concours de poésie. Et si vous voulez, dans ma démarche, j'ai été amené à faire ce qu'on appelle de la vulgarisation, c'est-à-dire permettre d'expliquer dans les médias ce que je fais depuis 15 ans, d'expliquer un petit peu l'actualité politique avec des éléments scientifiques que nous avons et que nous traduisons en mots les plus simples possibles pour expliquer par exemple quel est l'intérêt de changement statutaire, pourquoi est-ce qu'il y a eu lors des élections un vote pour telle ou telle mouvance politique, quelles sont les bases sociologiques
du vote en Guadeloupe. Donc c'est toutes ces questions qui me passionnent en termes de sciences politiques et d'historien des institutions. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années d'exercice et de présence dans les médias en tant que politologue, j'ai eu, notamment après les dernières élections, envie d'aller plus loin dans l'expression de ce que je souhaitais dire au pays. Donc je suis rentré dans une dynamique que j'ai appelée dire le pays et dire au pays, où j'ai d'abord souhaité écrire un certain nombre d'ouvrages sur des thèmes qui m'intéressaient et qui synthétisaient des travaux que j'avais accomplis depuis un certain nombre d'années. Donc ça a donné lieu notamment à la rédaction de manifestes sur l'autonomie alimentaire ou d'un essai, c'est-à-dire un livre où on propose des solutions concernant l'éventuelle transformation statutaire et institutionnelle de notre archipel, la Guadeloupe. Et puis, j'ai eu envie d'aller encore plus loin, parce que j'avais des choses qui me tenaient à cœur, surtout dans cette période de confinement, de Covid, et j'ai eu envie de proposer, alors ça s'est d'abord passé via les réseaux sociaux, j'ai eu envie de proposer à mes amis, à ceux que je connaissais, des moments de respiration, d'évasion et d'élévation surtout. Et en fait, dans le même temps, je me plongeais littéralement dans la lecture de classiques de poésie que j'avais pas eu le temps de lire, donc le confinement m'a permis d'assouvir tout ça, de musique. Et en fait, j'ai eu vraiment un moment d'enchantement, de réenchantement artistique que j'ai voulu partager. Et de poème en poème, finalement, je me suis mis à rédiger énormément de poèmes, à les partager. Et c'est devenu une passion qui, je crois, en fait, était là. Parce que quand j'étais jeune, c'est vrai que j'aimais bien écrire de belles lettres d'amour aux jeunes femmes. Un poète dans oui, sans avoir beaucoup de succès, mais voilà, j'avais quand même cette aspiration à utiliser les belles lettres. Et puis, j'ai toujours aimé l'éloquence aussi. Ça aide beaucoup, donc j'ai toujours beaucoup aimé les discours. À mes étudiants, j'enseigne un petit peu les grands discours politiques, l'art aussi oratoire, de l'expression orale. Donc, ce sont des choses qui, cumulées, finalement, eh bien, se sont incarnées dans une autre manière de m'exprimer, que celle soit de faire de la politique, soit d'expliquer la politique, ou soit de faire de la vulgarisation scientifique. Donc, ça a donné lieu aussi à la rédaction de poèmes, puis de recueils. J'ai eu la chance de trouver des éditeurs qui s'intéressaient et à la fois à cette transformation et à cette évolution en tout cas, et à la qualité de mes textes en fait. Et j'ai publié parce que, et j'en suis à mon 5e recueil de poésie en presque 2 ans, j'ai publié parce que en fait je suis aussi hanté par l'envie de transmettre, de laisser une trace. Parce que bon, la poésie, être poète aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en loisir, hein. C'est vraiment pas pour des best-sellers ou autre. Si ça arrive, tant mieux, mais c'est surtout pour partager. Alors, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit, c'est bien aussi de donner le goût de la lecture et l'envie d'acheter. Et puis, on a une offre littéraire aujourd'hui qui est tellement vaste que je suis très content d'y contribuer. Tout cela pour vous dire que tous ces ouvrages qui ont été écrits, toute cette démarche artistique se manifeste chez moi le fait que j'ai envie de stimuler l'émulation, j'ai envie de contribuer à donner le goût de la beauté, de la sensibilité, mais aussi de la réflexion, de l'analyse et, ma foi, de notre évolution. Je suis convaincu que la culture, l'art, mais aussi la science, sont des éléments qui, dans une époque où c'est un peu relativisé, où tout le monde est antagoniste de tout le monde parce que tout le monde a un avis sur tout, eh bien je trouve que c'est structurant et que ça contribue à enrichir en fait le potentiel de notre pays, dont on sait qu'il est déjà énorme. C'est très intéressant. On l'a entendu dans ce que vous venez de nous dire, on a constaté une certaine pluralité oui. dans les thèmes de vos ouvrages. Par exemple, comment on peut passer de Caramel Blues, dont on s'est un petit peu renseigné, à du département au pays d'outre-mer? Qu'est-ce qui fait ce passage? Comment on peut expliquer cela? Alors, chronologiquement, c'est l'inverse, mais effectivement, comment on peut passer d'un essai politique à un recueil de poésie? C'est ce désir de s'exprimer plus et de dire au pays, tout en disant le pays. Et j'ai trouvé en fait ce fil conducteur, c'est-à-dire que quand je vais dans les médias et que je réponds aux questions des journalistes et que je commente l'actualité politique, c'est vraiment pour donner des repères, mais aussi structurer un peu l'analyse pour qu'on ne soit pas peut-être souvent dans des préjugés ou dans une incompréhension.
Donc notre rôle, nous, des personnes comme Julien Mérillon, Pierre-Yves Chicot, c'est de pouvoir donner des références, mais aussi élargir la vision, être dans l'ouverture. Or, avec ma sensibilité, je suis quelqu'un de sensible, j'ai eu envie d'aller plus loin dans cet aspect un peu éthique aussi que je mets dans mes analyses, en écrivant ce que moi je pouvais ressentir aussi, et en l'écrivant, puis en le peignant, donc en étant dans une démarche effectivement artistique qui se veut normalement un peu objective, mais en fait c'est la démarche la moins objective, la démarche artistique qui existe, encore moins que les sciences, parce qu'en réalité on est dans une projection de soi et même de son intimité. Or, c'est ce qui touche les gens et qui les amène encore plus à réfléchir. Donc j'ai des textes politiques de caractère poétique, j'ai 2 ou 3 peintures, mais je suis novice, hein, je viens de commencer si vous voulez, mais c'est vrai que j'ai envie de montrer que quelqu'un vient de commencer peut se livrer au public, et donc une projection de mes peurs, de mes angoisses, mais aussi et surtout de mes espoirs, de mes envies d'avenir, et puis aussi de mes envies d'ancrage dans une société qui est en construction, parce qu'on est un peuple jeune, mais il faut qu'on ait confiance dans notre potentiel. Et pour cela, il faut qu'on apprenne à apprécier qu'un individu, un homme, une femme, un jeune ou une personne moins jeune puisse écrire des tribunes, faire des tableaux, montrer ses tableaux, jouer de la musique, partager ses passions. Et je pense que c'est cette envie de participer à ce mouvement, mais aussi clairement d'être un peu, entre guillemets, un exemple, qui me motive et qui m'a amené aujourd'hui à faire ce que je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait l'an dernier même, faire une exposition de... Je vous en parle, mais je ne réalise toujours pas moi-même. Mais voilà, c'est la dynamique qui provoque l'enchaînement d'autres dynamiques. En tout cas, c'est ce que j'espère. On ressent la passion dans votre discours, que ce soit pour votre métier ou pour, je dirais, votre passion, mais dans les 2 cas, on le ressent, que ce soit pour la fibre artistique ou votre métier. D'où vous vient cette passion, Monsieur Détouche? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Est-ce que vous avez une source d'inspiration qui a, on va dire, l'élément déclencheur de cela? D'où vient cette passion? Alors, je crois que mes parents m'ont construit comme ça, mais je suis quelqu'un qui s'est beaucoup nourri en fait d'histoire. Comme je suis un passionné d'histoire, je sais à quel point on a besoin d'une étincelle pour qu'un feu anime, mais pas un feu destructeur, un feu qui réchauffe comme le feu d'un foyer. Et j'aime passionnément mon pays. C'est un pays effervescent, avec un peuple souvent épidermique, mais avec un potentiel énorme. Et j'ai passé suffisamment d'années en France hexagonale pour voir un petit peu me confronter à la culture française, dont j'aime énormément d'aspects, mais elle m'a rendu la culture guadeloupéenne encore plus incontournable et, comment dirais-je, inspirante. Donc, voulant être ancré depuis des années dans mon pays, voulant être en dialogue avec la population, y compris dans le territoire. Je suis profondément gauzérien, ma famille est gauzérienne et j'aime Gauzier et je connais énormément de sites naturels qui m'inspirent pour tous les poèmes, la peinture. Et donc, ça génère une inspiration quasi naturelle. Mais je dois vous dire que je ne saurais pas expliquer d'où m'est venue cette envie de créer. Que ce soit pour la poésie ou la peinture, je me suis retrouvé un peu devant le fait accompli. Et en fait, j'ai juste eu envie de faire, de créer. Alors, pour la peinture, il y a quand même eu un événement déclencheur, c'est que ma fille
s'est mis à dessiner, à peindre relativement jeune, dès l'âge de 6 ans, et elle a manifesté quelques talents, quelques dons. Et moi, pour l'accompagner, pour qu'elle continue à avoir envie, j'ai commencé à prendre des pinceaux parce que je ne dessinais pas, je ne savais pas dessiner. J'ai toujours été complexé parce que je dessinais très mal en fait, alors que je suis un passionné de comics et bande dessinée. Et finalement, je me suis rendu compte que peindre, c'est pas forcément dessiner et qu'on peut peindre sans faire forcément une école artistique, bien que j'ai énormément de respect pour ceux qui suivent cette voie. Mais en fait, tout à chacun peut s'exprimer. Et c'est aussi le message de notre exposition. Donc petit à petit, c'est venu, et plus on fait, et plus on arrive à faire, si on est passionné, si on aime. Donc c'est une passion qui est née du fait d'être passionné. Et donc je suis content, j'en profite, parce que j'ai toujours peur un jour que le robinet soit fermé. Alors chaque jour, je profite, et c'est une passion qui apporte énormément. L'art, c'est quelque chose qui, moi, je souhaite vraiment à tout le monde, parce qu'on va derrière les cours de yoga, le coaching, le tai chi, etc. Le sport, ce qui est très bien. Mais l'art aussi, c'est quelque chose qui n'est pas réservé à une élite, il faut bien le comprendre. C'est quelque chose qui nous habite ou peut nous habiter potentiellement tous à partir du moment où on décide de se livrer, de donner. Et donc, il y a l'idée de don aux autres qui m'anime énormément, qui a animé ma carrière professionnelle et qui m'anime aujourd'hui à ce niveau-là. Alors justement, vous parlez beaucoup de transmettre aux autres. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite révéler son côté, sa fibre artistique, si je puis dire, mais qui n'ose pas forcément par rapport, on va dire, à sa première branche professionnelle qui peut-être ne lui permet pas, mais qui a déjà une certaine envie, mais qui n'ose pas. Un peu comme, peut-être que vous êtes passé par là. Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Alors, je vais être du coup pragmatique et pas du tout poétique. Mais le premier conseil, j'en ai deux à donner. Le premier, c'est de prendre sa voiture. Si on a envie, il faut quand même avoir envie, se dire, tiens, j'ai envie d'essayer ça, je veux essayer la calligraphie, ou bien l'art, ou la couture, ou bien l'art, ou bien la peinture, ou bien le dessin, ou la musique. Vous prenez votre voiture, vous allez dans un établissement qui vend des instruments de musique, ou vous allez dans un établissement, il y en a de plus en plus maintenant, où il y a des tableaux, des toiles sur châssis, des tubes d'acrylique, des tubes de peinture à l'huile. Vous amenez tout ça chez vous, vous réservez un temps dans la semaine pour être uniquement concentré sur cette activité, et vous laissez libre cours à votre imaginaire, à votre imagination, et petit à petit, ça va venir. Bien sûr, vous pouvez vous aider. Moi, ça m'a aidé. Honnêtement, vous pouvez regarder quelques tutos sur YouTube. Il y en a énormément. On apprend vite. Beaucoup sont très bien faits. Donc, on apprend quelques petites techniques et surtout quelques erreurs à éviter. Mais c'est surtout vous qui allez faire ce que vous voulez de point de vue artistique. Ensuite, pour la musique, c'est pareil, bien que la musique demande un apprentissage quand même. Eh bien, vous cherchez un professeur de musique ou vous prenez aussi des tutos. Il y a énormément de méthodes pour apprendre tout seul aussi. Et puis, vous pratiquez. Le plaisir est garanti dans sa pérennité à partir du moment où on pratique régulièrement, à partir du moment où on continue, à travailler, même si on n'est peut-être pas satisfait de ce qu'on fait au départ. Mais il faut avoir envie de beauté, de sensibilité et de détente aussi. Il faut prendre ces moments-là pour soi, comme on pourrait aller faire une marche, par exemple, ou nager un peu. Eh bien, c'est le même processus. Surtout, ne jamais oublier que ce n'est pas réservé à une élite. Et je crois que c'est sûr que nos sociétés sont un petit peu perdues. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de personnes qui sont leurs propres médias, si on veut. Mais on a un peu perdu de vue que nous avons à notre disposition toutes sortes de sources d'inspiration et de pratiques artistiques qui peuvent nous permettre de nous élever, de nous détendre et, ma foi, de mettre plus de beauté dans notre pays et dans le monde. Et ça n'a pas de prix. On est bien d'accord. Monsieur Détouche, parlez-nous un petit peu de jeudi. Donc, comment ça se passe exactement? Donc,
voilà, comment s'y rendre, comment ça se passe, et surtout, est-ce que vous avez des actualités à venir après ce vernissage qui démarre ce jeudi 12 janvier? Parlez-nous un petit peu de vos actualités et de ce vernissage qui démarre. D'accord, volontiers. Eh bien, l'exposition commence jeudi, mais il faut savoir que c'est vraiment un programme artistique que nous avons mis en place avec l'Arawak Beach Resort et un certain nombre d'amis qui font partie de ce convoi. Des poètes, des auteurs, des dramaturges, des critiques d'art, donc même des artistes pluridisciplinaires, parce qu'il y en a beaucoup en Guadeloupe. Donc d'abord, l'exposition qui va débuter avec la présentation de nos œuvres jeudi 12 à 18h. C'est ce qu'on appelle un vernissage. Donc le vernissage a lieu ici à 18h. Là, nous aurons l'occasion de parler de notre œuvre, mais aussi de présenter le concept du convoi et pourquoi, en fait, le pourquoi de notre présence. Nous allons également, alors juste pour dire aussi que moi je fais de la peinture, je peins. Laurence Brudé est plutôt plasticienne, elle se dit passionnée d'art, mais ses œuvres sont celles d'une plasticienne, c'est-à-dire qui fait à la fois des tableaux, qui est artiste peintre, mais qui utilise aussi des matières végétales, qui peut être aussi un peu sculpteur. Et Meryl Pusset, c'est un peu ça également. Meryl Pusset est aussi une poétesse. Alors, nous aurons donc après le vernissage, chaque jour, nous aurons des permanences, chacun d'entre nous ensemble, où nous allons accueillir le public qui viendra. Donc tout le monde peut venir, c'est l'entrée vraiment gratuite. Et l'exposition va durer jusqu'au 28 janvier. Jusqu'au 28. Elle sera ponctuée de 2 événements. Le premier, c'est le 26, où nous aurons un café littéraire consacré à la poésie masculine. Parce que le thème c'est Poetic Lovers. Donc vous aurez 3 poètes dont votre serviteur qui allons jouer le jeu de vraiment présenter des poèmes d'amour. Tout ça pour bien préparer la Saint-Valentin voilà, qui va arriver 2 semaines après. Mais c'est aussi bien sûr l'occasion de présenter nos œuvres. Évidemment. Donc Raymond Process, Nathan Luce qui est un conteur. Et puis moi avec mon dernier ouvrage Rose Bohème, qui est plus consacré au poème d'amour. Vous aurez ensuite le lendemain une conférence débat, mais en fait une grande table ronde avec plusieurs artistes qui vont débattre de la question de la place de l'identité, que ce soit une quête d'identité, un vécu identitaire ou un ressenti identitaire, ou un déni identitaire aussi, eh bien la place de l'identité dans la création artistique en Guadeloupe. Et donc, ça sera l'occasion d'avoir leur avis à chacun sur ces questions-là. Donc, des artistes comme Ernest Pépin, Thierry Matazin, Laure Tarrer, nous aurons Dimitri Zandronis qui est cinéaste, Cédric Calvados qui est photographe, très brillant. Et puis, nous aurons des critiques d'art comme Laurent Marlin. Et puis... Stéphanie Bardaille, qui est une danseuse, Carole Venutolo, qui est chanteuse lyrique, donc du beau monde, pour venir parler en fait de leur démarche artistique. Nous aurons aussi un dramaturge, Guy Lafage, qui sera présent, vraiment pour échanger avec le public, mais aussi entre eux. Donc c'est un dialogue qu'on a voulu pluriel pour montrer en fait où nous en sommes dans cette question d'identité d'un point de vue artistique, tout en sachant bien que cette question est en filigrane, en background du débat politique actuel sur la question de notre transformation ou non institutionnelle ou statutaire. Alors c'est pas pour faire forcément de la politique, mais c'est une des passerelles qui permet de mieux comprendre quel peuple nous sommes en tant que Guadeloupéens. Donc ça sera le 27, le vendredi 27 à 18h. À l'Arawak, et puis ça sera une manifestation qui servira de finissage aussi à notre exposition. Alors, moi, je vais essayer d'exposer en basse terre. Alors, pour le moment, comme c'est pas encore finalisé, je ne peux pas en dire plus, mais je vais continuer, si possible, à exposer, mais exposer librement, c'est-à-dire exposer dans des endroits qui peuvent parfois être aussi inhabituels, parce que l'idée, c'est de non pas démocratiser, mais d'ouvrir le plus possible l'accès à l'art amateur, pour moi par exemple, ou professionnel d'ailleurs, avec des lits en âge, avec des convois réguliers, de sorte que nous allions vers cette idée d'unité qui nous tient à cœur. Et l'une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est de pouvoir amener l'art auprès des étudiants et des jeunes, parce que même s'il y a le pass culture ou autre, ils n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir proposer,
accéder à des œuvres, à des musées, à des galeries et à s'y rendre. Et moi, j'ai envie de contribuer, que ce soit pour la lecture, pour la poésie, des choses qui peuvent paraître un peu anciennes, mais qui sont très structurantes. Donc, je vais travailler sur ces questions-là. Je voulais vous dire une petite anecdote très rapide. J'ai été au musée des impressionnistes, le nom m'échappe pour le moment, mais le musée où il y a tous les artistes impressionnistes du début du 20e et de la fin du 19e, grand musée à Paris, le nom me reviendra, j'étais aussi au musée Carnavalet et j'ai rencontré un compatriote guadeloupéen qui travaille là depuis plus de 30 ans. Et quand il m'a vu, il m'avait déjà vu dans des médias, notamment sur Canadis, il m'a dit, Monsieur Détouche, je peux vous dire que je travaille ici depuis 30 ans, je peux compter presque sous les doigts de ma main les Antillais que j'ai vus venir regarder des œuvres. Et c'est pas qu'ils ne voudraient pas, c'est qu'en réalité, nous avons une très grande connaissance de notre culture, mais nous n'allons peut-être pas aussi loin qu'on peut le penser dans l'ouverture vers d'autres cultures, pour se les approprier aussi. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est aussi une façon de se dire que, quelque part, c'est bien d'aimer notre culture, de la produire, mais il ne faut pas que ça nous enferme dans un entre-soi. Donc il faut s'ouvrir, mais il faut aussi ouvrir aux jeunes, aux différentes générations, l'art. Il y a déjà un travail considérable qui est fait dans les lycées, les collèges, mais la société civile elle-même peut y contribuer, donc je vais travailler là-dessus. Mes collègues auront aussi d'autres expositions qui sont prévues. Bon, elles en parleront parce que les choses sont en train de se mettre en place. Et puis, nous avons de plus en plus de scènes qui sont ouvertes aux artistes, des scènes inattendues, des lieux, bon, alors, sans faire de publicité, mais ce sont des lieux communs, le Café Papier et autres. Vous avez une pâtisserie qui vient d'ouvrir qui s'appelle La Pause Gourmande à la Jaille, où on pourra exposer, les peintres pourront exposer des tableaux. Et il y a en ce moment Goudi qui expose là-bas. Donc voilà, tout un florilège de jaillissements divers auxquels on va participer dans les mois à venir. Très bien, c'est intéressant pour les projets qui vont sortir de terre. Et on espère sur le gosier. Oui, on espère aussi. Est-ce qu'on peut, pour terminer, vous suivre, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut suivre toute votre actualité quelque part? Et si oui, sur quel réseau, quel média, où on peut vous suivre? Oui, alors bien que je prévoie dans quelque temps une petite cure sans réseaux sociaux, mais on peut effectivement, j'ai un compte Instagram où on peut voir notamment certains de mes écrits, mes tableaux, mes poèmes. Donc c'est Didier.Détouche, des touches comme des touches de piano en un seul mot. Donc compte Insta, sur TikTok il y a aussi des tableaux et quelques vidéos. Donc c'est Erendil 971. D'accord. Arendil collé 971 et puis bien sûr ma page professionnelle sur Facebook ou la recherche. Nous avons aussi notre laboratoire, le Crédit, le centre de recherche en économie et droits du développement insulaire, a une page, on peut suivre nos travaux, nos colloques régulièrement. Et ma page personnelle, Didier Détouche, puisque je suis actif sur les réseaux depuis un moment, et surtout deux pages et dont je suis assez fier, particulièrement fier, le groupe communautaire sur Facebook Guadeloupe Culture, sur lequel je propose, je partage avec d'autres des documentaires concernant l'art, concernant nos messes et l'habitude, concernant également tout ce qui concerne le sport, la culture, l'éducation. Donc Guadeloupe Culture, il suffit de s'inscrire. Et puis Filets Étoiles, qui est une page consacrée, qui est une revue numérique en fait poétique, où chacun peut mettre ses poèmes et aussi des analyses, des débats sur la poésie. Donc Filets Étoiles, comme ça s'écrit en créole. Et là-dessus, vous allez trouver de la belle poésie. Donc mon actualité, je la partage souvent sur ces réseaux-là. Très bien. Merci pour cet échange très enrichissant, Monsieur Détouche. Merci d'avoir été notre invité du jour et on invite tout le monde à se rendre à l'Arawak dès jeudi pour le vernissage. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on reste connectés. Merci beaucoup, Monsieur Détouche. Nous allons poursuivre, quant à nous, avec la une du jour que vous pouvez retrouver juste ici. Donc, la municipalité du Gosier met en place une importante opération de fauchage sur le territoire afin d'assurer à la population le service public
attendue. Donc elle s'étendra sur plusieurs semaines et sera reconduite en fonction des nécessités d'intervention, donc des travaux qui ont débuté ce mois de janvier et qui se poursuivent sur différents secteurs selon le planning suivant. Donc, vous pouvez retrouver, donc les travaux ont commencé dès le 2 janvier. Quand il s'agit donc de la semaine 2, donc du 9 au 15 janvier, le planning est disponible sur les réseaux sociaux, mais seront concernés donc Grand-Bois, route de Marcafé, route Diomar, Mathias, route des Legs, impasse Bordelais, Pont-Pavé, Bernard, axe principal de Pont-Pavé, Port-Blanc, Beaumanoir et Bernard, le parking extérieur et délestage du PDS, le parking de l'aquarium et enfin bas du fort, rue Achille-René Boisneuf. C'est tout pour la ligne du jour. Je vais maintenant laisser Anaëlle vous présenter l'agenda et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain Carlectus pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite. Bonjour à tous. Donc, quelques informations à noter aujourd'hui, quelques informations pratiques. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant informe la population que les services communautaires seront fermés donc le mercredi 11 janvier. Donc, les usagers ont néanmoins la possibilité de correspondre avec l'établissement public par mail en envoyant leur correspondance à carl@riviera-du-levant.fr. Le président de la CARL prie la population des communes membres de bien vouloir l'excuser pour la gêne occasionnée. La municipalité du Gosier informe la population que les services municipaux et le centre communal d'action sociale sera aussi fermé le mercredi 11 janvier 2023 et n'accueilleront pas le public. Les réouvertures interviendront donc le lendemain, donc le jeudi 12 janvier, aux horaires habituels. Les administrés et usagers ont la possibilité de correspondre donc avec la collectivité par mail en envoyant par leur correspondance à courrier@villedugosier.fr. Le maire du Gosier prie également la population de bien vouloir l'excuser pour la gêne occasionnée. Comme annoncé hier, donc, la ville du Gosier vous informe que les travaux préparatoires de démolition de l'ancien immeuble de la police nationale, situé au boulevard Amédée Clara, ont bien débuté ce jeudi 9 janvier, donc pour une durée de 5 mois. En conséquence, la circulation sera temporairement interdite le long de l'esplanade de la Rénovation, dans le sens rue Alexandre Lemercier de Maisoncelles de Richemont vers le boulevard Amédée Clara. Déviation possible, donc prolongement rue Alexandre Lemercier de Maisoncelles de Richemont vers rue Félix Éboué pour rejoindre le boulevard Amédée Clara. Le parking de l'esplanade sera quant à lui accessible au personnel municipal. Des places de stationnement seront mobilisées au boulevard Amédée Clara au droit du chantier pendant toute la durée des travaux. Seuls les véhicules affectés au chantier sont autorisés donc à stationner sur les zones de travaux. Le maire du Gosier informe également la population que des travaux seront effectués sur les routes de Grand-Bay pour une remise à neuf de la chaussée dès ce jeudi pour une durée de 1 mois, pour la sécurité et le confort de ses usagers. Une autre info à noter aussi pour les administrés du Gosier, suite à la demande motivée par le maire du Gosier, Cyril Cornet, au préfet de Guadeloupe de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire communal pour les mouvements de terrain causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues les 29 et 30 avril 2022, la préfecture fait reconnaître la décision ce jeudi 5 janvier par courrier. La ville du Gosier a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements des terrains survenus du 29 avril au 1er mai 2022. Par l'arrêté numéro IOME 223-587-3A du 19 décembre 2022, publié au journal officiel du 30 décembre 2022. En effet, l'arrêté du 30 mai 2022 indiquait l'état de catastrophe naturelle pour les inondations et les coulées de boue, mais pas pour les mouvements de terrain. Les habitants de la commune impactée sont donc invités à se rapprocher de leur assurance munie de l'arrêté de procéder à une nouvelle démarche administrative. C'est tout pour les informations pratiques du jour. Nous allons passer donc à l'agenda. Donc, ne manquez surtout pas l'incontournable concert de Viviane Émigré. Donc, après 2 ans d'absence, Viviane Émigré a de nouvelles confidences à vous faire et vous donne donc rendez-vous le samedi 4 février au Palais des Sports pour un tout nouveau spectacle des plus hilarants. Donc, les billets sont à prendre tout de suite. billetterie.pdsevents.fr. Donc, n'hésitez pas.
Ensuite, dernière information de l'agenda, c'est la reprise de l'accueil fiscal de proximité à la mairie du Gosier, donc les mardis et les vendredis, de 8h à midi pour les habitants de la commune. Comme vous le savez, un agent des finances publiques répondra à toutes les questions relatives à la fiscalité des contribuables du Gosier. Voilà, c'est tout pour moi pour l'agenda du jour. Et le Carlactu également. On se retrouve pour le Carlactu numéro 49 avec Naomi, votre rendez-vous live au cœur du territoire. À bientôt.